Une fois qu'on est sur la page du Chrome Web Store, vous tapez Bravo comme ceci. C'est le logo avec le casque de Romain, Solar Romain. Et donc, chez vous, il sera écrit ici installé. Comme je l'ai déjà installé, ça me demande de supprimer le Chrome parce que je l'ai déjà installé. Mais une fois que c'est installé, vous le verrez comme ça. Quand vous allez revenir au niveau des extensions, vous cliquez au niveau des extensions. Vous allez le voir parmi toute votre liste d'extensions. Et là, il est ici. Bravo. Et puis, vous l'épinglez. Une fois que vous l'avez épinglé, vous cliquez dessus. Bon, pour moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais puis déconnecter et puis créer un nouveau compte. Je vais ajouter à Google Chrome. Je vais ajouter l'extension. Ça télécharge. Donc, une fois que le téléchargement est fini, vous cliquez juste sur le truc. Vous allez voir juste le logo qui apparaît. Le logo de Bravo qui apparaît. Vous cliquez dessus. Mais avant, pour aussi l'épingler, pour pouvoir le trouver beaucoup plus facilement. Il est juste ici. Bravo, Bitcoin, Instagram, Wallet. Vous épinglez juste. Et ici, vous allez essayer de créer une nouvelle wallet. Donc ici, je vais taper mon mot de passe. J'attends encore mon mot de passe. Donc ici, ce sera ma seed phrase, ma phrase de récupération. Bon, il n'est pas conseillé de montrer sa phrase de récupération puisque avec votre phrase de récupération, quelqu'un peut avoir accès avec Wallet. Si vous n'avez pas défini, par exemple, la double authentification euh, sur ce type de wallet-là, parce qu'il y a deux types de wallet, mais bon, on verra ça avec le temps. La wallet de Starknet, vous pouvez activer la double authentification. C'est assez différent des autres wallets, des wallets un peu plus vieux, comme Trust Wallet ou MetaMask. Donc, je peux faire un Save My Seed Phrase. Je peux faire une capture d'écran. Je fais une capture d'écran. Regardez, ça fait pas. Et ici, on peut activer la double authentification. Je viens déjà de créer le compte. Mais bon, je pense que je vais supprimer. Je vais prendre. Bon, cette fois, je vais aller un peu plus lentement, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Il y a les autres parcours que j'ai fait et puis aussi qui peuvent vous apporter assistance. Écrivez juste dans le chat, ils vont vous aider. Ok, là, je n'ai plus de wallet actuellement. Je viens d'abord au niveau des extensions. Donc, imaginez que vous avez votre nouvelle page, vous entrez sur votre navigateur, vous avez votre nouvelle page, comme ça, c'est vite. Vous venez au niveau des extensions de votre navigateur. Vous cliquez là et vous arrivez au niveau de gérer les extensions. Donc, une fois au niveau de gérer les extensions, le mot développeur doit être activé, bien, je pense pas, non. Il y a juste cette partie-là au niveau de Chrome. Ça diffère de plusieurs, c'est en fonction de plusieurs navigateurs. Au niveau de Chrome Web Store, de Chrome, il y a cette partie-là ici, Chrome Web Store, vous cliquez juste là. Et vous venez au niveau de la barre de recherche. Là, la barre de recherche de Chrome Web Store, où vous téléchargez vos extensions. Tapez Bravo, lettre 2A, OS. Et c'est le premier. Bitcoin et Stacknet Wallet. Là. Donc, vous cliquez juste sur le premier. C'est le seul d'ailleurs. Et là, vous faites juste ici, ajouter à Google Chrome. Et il y a ce pop-up là qui vient, vous faites ajouter l'extension. On vient de télécharger l'extension. Et quand vous téléchargez, quand ça se télécharge automatiquement, ça vous redirige vers cette page automatiquement où vous devez créer un nouveau wallet ou bien importer
euh, votre phrase secrète. La phrase secrète que je viens d'avoir, je peux l'importer ici pour avoir, pour retrouver mon wallet. Mais je ne vais pas le faire, je vais créer un nouveau wallet pour vous montrer comment ça se fait. Donc, je fais create a new wallet. Donc, faites create a new wallet et vous entrez votre mot de passe. Vous entrez un mot de passe là. Vous entrez un nouveau, bon, le même mot de passe. Hein. Vous répétez le même mot de passe. Et vous faites next. Bon, il a détecté que j'avais déjà un compte avec le même mot de passe. Donc, il m'a redirigé vers le même un compte. Okay. Donc, quand vous tapez votre mot de passe, il va vous générer, vous entrez votre mot de passe, il vous génère une phrase de récupération, ça s'appelle la seed phrase. Et cette phrase-là, c'est grâce à ça que vous pourrez avoir accès à votre wallet, même si vous changez de PC ou de téléphone. Donc, il faut la noter quelque part. Vous pouvez prendre une capture d'écran ou créer ça sur un papier. Mais c'est pas vraiment conseillé de prendre une capture d'écran parce que quelqu'un peut retrouver ça. Ouais. Donc, faites juste une capture d'écran. Moi, je vais juste faire une capture d'écran. Voilà, copier. Vous faites I save my secret recovery phrase. Vous cochez cette page. Puis, next. Maintenant, avec le wallet StackNet, vous avez la possibilité d'activer la double authentification. C'est-à-dire que même si quelqu'un a accès à votre phrase secrète, tant qu'il n'a pas validé la double authentification, si vous l'activez, il ne pourra pas avoir accès à votre wallet. Mais avec d'autres wallets comme MetaMask ou Trust Wallet, il n'y a pas cette option-là. Donc, c'est deux différents types de wallets que nous allons voir aujourd'hui même dans notre session. Mais bon, je ne vais pas l'activer, c'est juste, vous pouvez l'activer, vous configurer tout. En tout cas, c'est pas compliqué, vous pouvez l'activer. Faire activer, faire next. Donc, il crée une clé d'accès. Je fais enregistrer. Et donc là, le compte est lié à mon téléphone. Donc, tant que la personne n'entre pas mon schéma du téléphone, bon, je viens de montrer le schéma de mon téléphone, je vais le changer. Donc, je fais Let's Start. Donc, votre compte Google sur votre téléphone doit être connecté à sur votre PC. Donc, même si quelqu'un a accès à la phrase de récupération de votre wallet, il devra confirmer encore avec le schéma de son téléphone. C'est ça la double authentification que possède les wallets StackNet. Je fais ici Let's Start. Voilà, le wallet vient d'être créé. Ici, il y a quelque chose. Donc, le wallet vient d'être créé et puis, voilà. Vous pouvez copier votre adresse Bitcoin là. Cliquez juste ici au niveau de BTC. Cliquez là et faites Receive si vous voulez recevoir. Et vous copiez juste l'adresse. Pareil pour Stack. Si vous voulez recevoir les tokens de Stack, sur les réseaux StackNet, vous cliquez Receive et vous copiez votre adresse. Il y a aussi Ethereum, je pense. Oui. Faites le show more. Il y a Ethereum, USDC et tout, voilà. Donc, le wallet vient d'être créé. Je pense qu'on va finir la double authentification, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Pour le moment, nous allons finir la session d'aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième session. On verra aujourd'hui les Layer 2, la couche 2 et StackNet. Je pense tout ça, on avait déjà parlé de ça la séance dernière. Ok, là, c'est juste pour une faute générale. Là, il y a Stackwar, Stackwar, c'est l'entreprise qui a créé StackNet Foundation.
Donc, Stackport, c'est une organisation à but lucratif, ils sont dans la recherche, le développement, et c'est eux qui ont créé, c'est une branche, ils ont créé une branche Stacknet Foundation. Et la branche Stacknet Foundation, elle, c'est une organisation à but non lucratif. Et elle était là juste pour créer un écosystème qui croît autour de Stacknet. Donc, je dis, on va pouvoir un petit récap sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait vu Bitcoin et Ethereum. On avait étudié Bitcoin et Ethereum. Et on avait dit que Bitcoin, c'était pas facile de concevoir des applications sur le réseau Bitcoin, concevoir des applications des programmes qui s'exécutent sur le Bitcoin. Contrairement à Ethereum où c'était possible avec Solidity, qui était un langage haut niveau où on pouvait écrire facilement du code qui pouvait compiler en bytecode et compilé par la machine d'Ethereum. Au niveau de Bitcoin, on avait vu que le consensus, c'était le proof of work, la preuve de travail, et puis au niveau de l'Ethereum, c'est le proof of stake. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez très bien. Donc, on va revoir encore ça aujourd'hui juste un peu. Le proof of work, c'est juste une manière de, c'est juste un algorithme de consensus où euh, les ordinateurs les plus performants arrivent à faire des calculs très complexes et ils arrivent à valider des blocs. Ensuite, ils sont rémunérés. C'est eux qu'on appelle les mineurs. Donc, c'est un peu ça. C'est l'essentiel, en tout cas, que vous devez retenir sur Bitcoin et Ethereum. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va étudier un peu Ethereum et la genèse d'Ethereum et comment ça a commencé. Donc, au début, Ethereum, c'était comme dans la science dernière, nous avions dit qu'Ethereum, c'est une blockchain qui était née pour pouvoir résoudre le problème que Bitcoin avait. Bon, elle apportait une autre solution au niveau de la blockchain de Bitcoin, c'est-à-dire qu'elle permettait de pouvoir construire des applications décentralisées sur la blockchain. Sur Bitcoin, ce n'était pas possible parce que d'abord, le langage utilisé pour développer des applications sur Bitcoin est très complexe. Ensuite, les frais étaient vraiment très élevés si on veut développer une application sur Bitcoin. Donc, Ethereum est né pour apporter cette solution-là à ce problème sur la blockchain. Et au début, il n'y avait pas vraiment de demande puisque le réseau n'était pas vraiment encore utilisé. Donc, les frais étaient bas. Il n'y avait pas vraiment des frais assez élevés. Les transactions également, c'était pas vraiment, les transactions ne coûtaient pas cher. Donc, c'était quelques cents par transaction. Et puis, en 2017, il y a un jeu qui s'appelle CryptoKitties qui est sorti, qui a été conçu sur Ethereum. Et le jeu est tellement devenu populaire que ça a consommé 15% d'Ethereum, de la blockchain Ethereum. Et ça a fait que les frais de transaction ont explosé. Ensuite, euh, il y a la deuxième vague de NFT en 2021. Pour ceux qui se rappellent, en 2021, il y avait la hype au niveau autour du bull run et c'était autour des NFT. Tout ça traînait au niveau autour des NFT et puis ça avait créé vraiment une app vraiment énorme où c'était tellement énorme que les frais de transaction sont allés jusqu'à $100 sur Ethereum. Donc, ça a fait en sorte que Ethereum était devenu inutilisable. On ne pouvait plus, parce que ça ne fait pas sens d'aller euh, sur, sur une blockchain ou bien sur un réseau qui est censé apporter des frais de transaction bas. On va voir que les frais de transaction sont de $100. Donc, voilà. En 2021, à cause du jeu, en 2017, c'était à cause du jeu principalement. Et en 2021, la seconde vague des NFT a fait exploser euh, la blockchain Ethereum. Donc, c'est devenu inutilisable et c'était vraiment un problème pour la communauté Ethereum, pour la plupart des utilisateurs. Donc, Ethereum utilisait plusieurs petits nœuds. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, on avait vu les nœuds, ce que c'est que les nœuds. Les nœuds, ce sont les ordinateurs, les ordinateurs qui participent au réseau. Si vous voulez aussi, vous pouvez être un nœud à partir de votre ordinateur. Vous pouvez rejoindre le réseau, vous pouvez rejoindre le réseau Bitcoin, mais le réseau Ethereum avec votre ordinateur. Et quand vous rejoignez le réseau avec votre ordinateur, vous faites partie
du réseau. Et vous devenez un nœud parce que vous récupérez la plupart des transactions et vous validez, vous participez à la validation des blocs et tout et tout. Donc, sur Ethereum, il y a plusieurs petits nœuds. Et ce sont ces plusieurs petits nœuds-là qui valident les blocs. Et le fait qu'il y avait des petits nœuds, le fait qu'il y ait des petits nœuds, ça garantit beaucoup plus de décentralisation. Et ça permet aussi d'avoir une base assez solide, une base assez sécurisée, parce que plusieurs personnes vérifient avant de faire passer un bloc. Donc, la sécurité est vraiment au maximum. Or, il y a d'autres réseaux blockchain où, comme Solana, par exemple, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, au niveau de Solana, les nœuds ne sont pas petits. Les nœuds, c'est vraiment des nœuds très énormes. Donc, euh, c'est pas n'importe qui peut rejoindre vraiment le réseau Solana juste avec des GPU qui l'assemblent. C'est carrément une infrastructure assez grande et très complexe pour rejoindre le Solana. Donc, ça fait que pour rejoindre Solana, dans le réseau Solana, il y a donc, il n'y a pas beaucoup de nœuds. C'est très peu de nœuds, mais ils sont vraiment très grands. Donc, c'est pas évident de pouvoir rejoindre le réseau Solana en tant que nœud. Donc, il faut vraiment dépenser pour pouvoir rejoindre Solana. Donc, ça pose aussi un problème au niveau de la décentralisation parce que Solana, il y a pas beaucoup de nœuds. Ils sont tous de gros nœuds. Donc, c'est les personnes qui ont plus de moyens qui rejoignent. Et comme ils ne sont pas nombreux, plusieurs personnes, si quelqu'un a assez de moyens, il peut acheter beaucoup de nœuds et puis il contrôle la plupart du réseau. Donc, c'est pas assez décentralisé et c'est moins sécurisé parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup de nœuds, il n'y a pas beaucoup de validateurs. C'est un peu ça. Donc, euh, quand Ethereum était confronté au problème des frais de transaction qui étaient vraiment élevés, ils pouvaient passer à ces solutions, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ils sont passés à une seconde alternative, parce que la première alternative, c'était de passer à de gros nœuds pour garantir des frais de transaction vraiment minimes. Mais ils sont passés, ils ont laissé cette partie-là pour passer à cette deuxième partie. Si on dit scaling et tirant Ethereum, il faut noter que il y a ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Pour cette séance, j'ai pris le temps de faire plusieurs schémas déjà. Donc, il faut savoir que toutes les blockchains n'arrivent pas à résoudre trois problèmes. Elles résolvent uniquement deux de ces trois problèmes-là. Une une blockchain parfaite doit être sécurisée, elle doit être décentralisée, vraiment très décentralisée, et elle doit être scalable. Quand on parle de scalabilité, on veut parler de la rapidité à exécuter certaines transactions avec des frais vraiment abordables, minimes pour tout le monde. Donc, Bitcoin, lui, il est sécurisé, il est décentralisé, mais il n'est pas scalable, il n'est pas assez rapide et les frais de transaction sont assez élevés. Ethereum également, euh, il est sécurisé, il est décentralisé, mais avec le temps, il est devenu moins scalable, il n'est plus scalable parce que les frais de transaction avaient vraiment explosé jusqu'à $100 et les réseaux devenaient vraiment très lents parce qu'il y avait une affluence sur tout le réseau Ethereum. Donc, euh, pour avoir, bon, et je vais donner aussi l'exemple de Solana. Solana est sécurisé, il est scalable, les frais de retrait sont vraiment très bas. Pour ceux qui ont déjà utilisé Solana et ils ont une expérience, ils savent de quoi je parle. Au niveau de la décentralisation n'est pas vraiment ça parce que, comme je viens de vous expliquer, les nœuds là-bas sont vraiment très grands et c'est la plupart des personnes qui ont les moyens, peuvent contrôler le réseau à leur guise. Donc, la décentralisation n'est pas vraiment ça au niveau de Solana. Donc, Ethereum a voulu compléter, remplir toutes ces trois conditions-là. Sécurité, décentralisation, scalabilité. Donc, en voulant le faire, ils sont passés à ce qu'on appelle des couches, des layers. Et
ils ont créé ce qu'on appelle la couche de layer 2. Couche, layer, ça veut dire couche en anglais. Donc, et ces layers-là s'appellent les roll-up. Donc, il y a deux types de couches. Il y a les optimistic couches, les optimistic layers et les zero knowledge layers roll-up. Donc, on va revenir ici au niveau de mon truc. Je sais plus où je l'ai. Voilà, c'est juste là. Donc, on a deux types de layers. Il y a les optimistic layers et les zero knowledge layers. Donc, au niveau des optimistic layers, il y a ce qu'on appelle les séquenceurs. Ce que les layers font, c'est qu'ils récupèrent les trucs, les transactions. Si par exemple, sur Ethereum, il y a plusieurs blocs et à l'intérieur d'un bloc, il y a plusieurs transactions. Donc, ce que les layers tout font, ils prennent, par exemple, 100 transactions qui sont en attente, qui vont être validées. Ils prennent toutes ces transactions-là, ils sortent de la blockchain Ethereum, ils réduisent toutes ces 100 transactions-là en une seule transaction et ils injectent ça dans Ethereum. Donc, ce qui fait que ça passe très rapidement. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Si par exemple ici, on a Ethereum avec plusieurs trucs, plusieurs transactions. Là, je fais rapidement. C'est une transaction ici, une autre transaction, une troisième, une quatrième. Voilà, je vais m'arrêter à 4 transactions. Donc, il y a 4 transactions qui vont être exécutées sur Ethereum. Lorsque les layers 2 font, les couches 2 font, c'est qu'ils viennent, ils prennent toutes ces transactions-là, toutes les 4 transactions. Ils viennent, ils sortent ils suppriment. C'est pas qu'ils suppriment, ils prennent toutes les 4 transactions et ils vont off-chain. Ils sortent carrément d'Ethereum et ils font en sorte que toutes ces 4 transactions-là, ça devienne une seule transaction. Voilà. Donc, quand ça devient une seule transaction, il réenvoie maintenant tout ça dans Ethereum. On va supprimer ceci. Il réenvoie toutes les 4 transactions. Il compresse les 4 transactions en une seule transaction et il renvoie directement dans Ethereum. Donc, ce qui fait que ça passe rapidement. Donc, au lieu que Ethereum prenne le temps d'analyser transaction par transaction, transaction par transaction, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève carrément toutes les 4 transactions, il compresse les 4 transactions hors de Ethereum, ça se passe off-chain. Donc, ce qui se passe sur la blockchain Ethereum, quand il y a des opérations qui se passent sur la blockchain Ethereum, on dit que ces opérations sont on-chain, c'est-à-dire qu'elles se passent sur la chaîne de blocs Ethereum. Mais quand ils se passent en dehors d'Ethereum, on dit qu'elles sont off-chain. Donc, Starknet, non, pas Starknet, mais les layers 2 font, ce qu'elles font, c'est qu'elles enlèvent toutes les transactions qui sont à l'intérieur d'Ethereum. Elles les compressent off-chain, c'est-à-dire à l'extérieur d'Ethereum. Elles les renvoient en une seule transaction à l'intérieur d'Ethereum et cette transaction-là passe sous ces 4 transactions-là s'exécutent en même temps en une seule transaction. Donc, ça fait que ça économise du temps, ça économise des coûts, ça réduit les frais et la rapidité est beaucoup plus rapide, la rapidité est beaucoup plus optimisée. Donc, ça résout maintenant les trois problèmes de, de, les 3 problèmes de la blockchain parfaite que nous avons vu ici au niveau du trième de la blockchain. Sécurité, décentralisation, scalabilité. Donc, on sait déjà qu'Ethereum est sécurisé, il est décentralisé, et comme il n'est pas scalable, il y a la couche 2 qui vient faire en sorte qu'elle devienne plus rapide. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est la solution qu'Ethereum a apportée pour pouvoir compléter ces trois conditions au niveau du trième de la blockchain. Donc, nous avons 2 types de layer 2. Il y a des layer 2 qu'on appelle optimistic roll-up et le deuxième type, c'est les zero knowledge roll-up. Donc, les optimistic roll-up, ce sont des roll-up, ce sont des layer 2, des couches 2. Quand on dit layer 2, il faut toujours dire que c'est la couche 2, c'est la deuxième couche. Donc, la première couche, c'est Ethereum. Je vais faire une notation ici. Donc, la première couche ici, c'est le réseau Ethereum.
Voilà, ici, je vais mettre. Bon, je vais juste agrandir là. Et la deuxième couche, ce sont les layers. On va juste mettre ça en haut ici. Et je vais juste mettre ici layer 2. Je vais juste réduire. Donc voilà. Donc les layer 2, c'est donc la première couche. C'est juste ici. Je vais juste cliquer ici. Layer 1. Layer. Donc, je vous ai déjà expliqué à quoi sert le layer 2, la couche 2. Donc, j'avais dit qu'il y a deux types de layer 2. Il y a les optimistiques, il y a les zero knowledge. Donc, les optimistiques, ce sont des layer 2 qui supposent que les transactions qui sont en voie de passer sur Ethereum, les transactions qui sont en voie de passer, qui sont en voie d'être exécutées sur Ethereum, elles supposent que c'est vrai. Donc, elle prend tout et puis elle compresse en une seule transaction et elle les fait passer sur le réseau Ethereum. Mais elle ne les fait pas passer directement. Ethereum n'exécute pas ça automatiquement. Ce qui se passe, c'est que elle laisse une semaine à tous les validateurs de pouvoir voir, de pouvoir prouver que les transactions qui sont en voie de passer sont fausses. Si les validateurs arrivent à prouver que c'est faux, euh, on rejette, les transactions. On rejette les transactions que les validateurs essaient de. La personne qui a proposé le bloc, les transactions essaient de faire. Mais si c'est vrai, eh ben, ça passe. Mais ça laisse une marge de une semaine avant d'abord que les transactions passent de manière euh, formelle, mais automatique sur Ethereum. Donc, lorsque les optimistiques layer 2 viennent au niveau de, elles viennent prendre toutes les transactions au niveau d'Ethereum, elles les compressent en une seule transaction. Elles essaient de les faire passer au niveau d'Ethereum. Il y a une semaine qui s'écoule avant d'avoir que ces transactions-là sont complètes. Mais elle envoie quand même une confirmation à l'utilisateur disant, voilà, il y a ta transaction qui est en attente, mais voilà, ça va faire une semaine avant d'avoir quelqu'un arrive à prouver que c'est faux. Si dans l'espace d'une semaine, personne n'arrive à prouver que c'est faux, la transaction passe sur Ethereum. Et un exemple optimistique, il y a par exemple Arbitrum, il y a Arbitrum, il y a d'autres, il y a plusieurs optimistiques layer 2. Optimistique layer 2, ça veut dire, genre, elle est optimiste, elle pense, elle se dit que la plupart des transactions sont vraies. Donc, toutes les transactions sont vraies jusqu'à ce que quelqu'un prouve que c'est faux. Et c'est ce qu'on appelle le fraud proof. Donc, il faut d'abord prouver que c'est faux avant que la transaction échoue et qu'elle ne passe pas sur le layer 1. Maintenant, nous allons voir le deuxième type de layer 2 qu'on va étudier aujourd'hui. Ce sont les zero knowledge. Donc, il y a ce qu'on appelle le validity proof. Donc, ce que le zero knowledge fait, c'est que lui, il vérifie toutes les transactions avant de les faire passer sur Ethereum. Donc, vous, quand le zero knowledge vient, lui prend toutes les transactions, les millions de transactions qui sont à l'intérieur d'Ethereum, il prend tout ça, il compresse en 5 ou 10 lignes de 10 transactions et il revient, il essaie de faire entrer ça à l'intérieur d'Ethereum. Mais avant de le faire, il y a une preuve cryptographique. Il valide d'abord, il doit d'abord vérifier que tout est vrai. Donc, c'est carrément différent. C'est le contraire même des optimistiques layer 2. C'est-à-dire que lui, il vérifie d'abord que toutes les transactions sont vraies avant de les faire passer. Et c'est beaucoup plus rapide parce que là-bas, on ne laisse pas une marge de temps à quelqu'un de pouvoir valider, de pouvoir prouver que c'est faux. Lui-même, il se charge de vérifier avant de faire passer les transactions sur Ethereum. Donc, l'avantage ici, c'est que les transactions passent en quelques heures. Les transactions sont approuvées en quelques heures. Alors que ici, ça prend près d'une semaine. Et au niveau des exemples des zero knowledge, nous avons Stacknet que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, ici, on va voir la notion de block space et de block space. Donc, les block space, je pense que j'avais fait un truc là.
Oui, j'avais fait quelque chose ici, là. Ok. Donc, les blocs space. Le bloc space, c'est bon, c'est une partie, c'est une partie des blocs présente sur les réseaux Ethereum. Et euh, à l'intérieur d'un block space, les données sont permanentes, les données ne s'effacent pas. Donc, on avait vu la façon dont les blocs sont, sont sectionnés à l'intérieur de Ethereum la fois dernière. Et il y avait le header du bloc et le body. Donc, toutes ces données sont contenues dans le header, le body, elles sont permanentes. Lorsqu'on on les injecte une fois, on ne peut plus les supprimer. Et elles sont présentes sur la blockchain Ethereum, sur le layer 1. Cela, elles sont à ce niveau-là. Et il y a le block space où là-bas les données euh, sont juste là pour 30 jours. Donc, ce qui se passe, c'est que le block space, il est à ce niveau-là. Il est au niveau du layer 2. Et lui, lorsque le layer 2 vient, il prend toutes les transactions Ethereum, il la compresse en une seule et il l'injecte à ce niveau, au niveau de l'Ethereum. C'est vrai qu'il valide. Il y a une preuve cryptographique. Il y a une preuve d'abord cryptographique. Il doit d'abord vérifier afin de valider le truc, les transactions. Mais après ça, il y a ce qu'on appelle les block space. Et les block space, ce sont des, des sections, des blocs à l'intérieur du layer 2, à l'intérieur du layer 2, de Starknet, par exemple, qui est un layer 2. Donc, il y a des block space. Et dans ces block space-là, il y a des données qui vont s'effacer en l'espace de 30 jours. Et ces données-là, c'est la plupart des données qui ont été générées lors de la compilation de toutes les transactions qui avaient sur Ethereum en une seule sur Ethereum. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la différence entre les block space et les block space. Donc, les données à l'intérieur des valises prouvent qu'ils ne sont pas lues par le VM. Donc, comme je disais, les block space sont à ce niveau-là, au niveau de layer 2. Donc, elles ne sont pas lues par la machine virtuelle d'Ethereum. C'est juste à ce niveau. Donc, lorsque le layer 2 finit de faire son travail, il arrive à compresser toutes les transactions en une seule et les met ici au niveau de l'Ethereum. 30 jours après, la plupart des données qui étaient ici pour la compression des anciennes transactions qui ont été là, elles se suppriment parce elles ne servent plus à rien. Mais si vous êtes un nœud, si vous faites partie du réseau, n'importe quel nœud peut vouloir télécharger ou bien récupérer ces données-là. Mais après 30 jours, si personne ne réclame ces données, ça part, ça se supprime automatiquement. Donc là, c'est la différence entre les optimistic roll-up et zero knowledge roll-up. Nous l'avons déjà vu, on juste passé. Donc ici, on montre l'évolution du zero knowledge. Et comme je vous l'avais expliqué, StarkWar, c'est l'entreprise qui a fondé StarkNet. Et il faut faire la différence entre StarkWar et puis StarkNet. StarkWar, c'est l'entreprise mais qui a fondé la branche StarkNet. Et StarkWar, c'est une organisation à but lucratif, c'est une entreprise. Et ils sont principalement dans la recherche et ils ont fondé StarkNet, qui est une organisation à but non lucratif. Et le but de StarkNet, c'est de pouvoir construire un écosystème qui grandit et qui fait partie, qui fait en sorte que les membres de la communauté arrivent à contribuer et à faire grandir l'écosystème StarkNet autour d'Ethereum. Parce que comme je vous l'ai dit, StarkNet, c'est un layer 2. C'est une couche 2 qui prend toutes les transactions au niveau d'Ethereum, qui les compresse en une seule et puis quelques transactions. Il ne faut pas toujours mettre en tête que c'est une seule transaction. En tout cas, elle compresse. Il faut juste noter qu'elle compresse la plupart, plusieurs transactions au niveau d'Ethereum et qu'elle les compresse en une seule. Ensuite, elle les injecte au niveau d'Ethereum pour faire passer la transaction de manière beaucoup plus rapide. Maintenant, ici, on va voir le computation, verifiable computation. Moi, je vais traduire ça en français.
Donc voilà, allons-y en expliquant, je pense que vous allez comprendre. Donc ici, on imagine un cas, le problème des space exploration problem, le problème de l'exploration, mais la découverte de l'espace, c'est ça. On dit how to save fuel, c'est-à-dire que lorsque les ingénieurs, ou bien les astronautes, ou bien les personnes qui travaillent à la NASA, au, ou dans les entreprises qui travaillent à faire évoluer, à visiter Mars ou la Lune et tout, elles ont souvent un problème, c'est qu'elles essaient de calculer la meilleure trajectoire de la fusée vers la planète où elle se dirige, ou bien, voilà, elles essaient de calculer la meilleure fenêtre de lancement, à quel point de la Terre on pourra lancer la fusée, et puis ça va optimiser, par exemple, la vitesse à laquelle la fusée va aller sur la planète et tout. Donc, pour résoudre ce problème-là, il y a des ingénieurs qui créent un algorithme en reste. Et cet algorithme que les ingénieurs ont créé, en fait, tout ce que je suis en train de dire actuellement, c'est un contexte, et c'est juste un contexte que je vous mets dans un contexte pour essayer, vous essayez de comprendre ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, il y a ce problème que les ingénieurs, bon, pas les ingénieurs, mais les gens qui travaillent dans les agences spatiales et essaient de résoudre. Et les ingénieurs créent des programmes en Rust pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir commander les fusées, qu'elles aillent vraiment vers là où elles vont de manière beaucoup plus optimisée, de manière beaucoup plus rapide. Donc, l'algorithme qu'ils ont créé en Rust, bon, Rust, c'est un langage de programmation, et pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, c'est aussi un langage de programmation. Donc, l'algorithme qu'ils ont créé en Rust, ça nécessite un super ordinateur vraiment puissant pour pouvoir être exécuté. Et donc, le seul ordinateur dans le monde, par exemple, il n'y a qu'un seul super ordinateur. C'est juste un exemple que je prends, c'est juste un contexte que je sens, c'est dans le contexte que je mets. Donc, l'algorithme que les ingénieurs ont créé ici, c'est uniquement un seul ordinateur dans le monde qui peut exécuter cet algorithme-là. Et le pays dans lequel les ingénieurs sont en train de lancer la fusée, eux, ils n'ont pas ce super ordinateur-là. C'est plutôt leur pays, leur rival, leur pays avec lequel ils sont pas en guerre, mais bon, ils s'entendent pas bien. On va prendre l'exemple de la Chine et des États-Unis, par exemple. Donc, si je vais prendre un exemple, je peux dire, par exemple, la Chine, par exemple, possède euh, un super ordinateur, ou bien sont les États-Unis qui possèdent un super ordinateur, on peut changer, on peut interposer. Mais voilà, le pays qui possède le super ordinateur, c'est son pays rival qui a besoin d'exécuter le programme en reste pour pouvoir envoyer la fusée vers Mars, vers la planète Mars. Donc, ce qui se passe, c'est que comme ils n'ont pas le super ordinateur, ils vont essayer d'exécuter leur code sur le super ordinateur de leur rival, sur le pays de leur rival. Mais comment est-ce qu'ils peuvent prouver que le rival, leur pays rival, n'a pas trafiqué quelque chose dans le code, mais n'a pas trafiqué quelque chose dans le super ordinateur pour faire en sorte que les résultats soient faux, quelque chose comme ça. Donc, ils ne peuvent pas savoir si les résultats ont été modifiés lorsque leur code est passé dans l'ordinateur de leur rival. Donc voilà, donc, on ne peut pas savoir que le code qu'on a exécuté sur l'ordinateur de leur rival euh, est venu avec le bon résultat. Donc, your country qui exécute le programme en Rust sur le rival country, le pays avec lequel vous ne vous entendez pas bien, vous exécutez votre code là, sur leur super ordinateur et le résultat vous revient. Donc, vous ne pouvez pas savoir s'ils ont espionné vos données, s'ils ont regardé votre code, s'ils ont traqué quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'ils sont écrit you can't. Et StackNet apporte une solution à cela. Donc, StackNet, il a créé un écosystème euh, où on peut vérifier si le pays par lequel le pays qui détient le super ordinateur a trafiqué quelque chose ou pas,
au niveau, lorsque le code est passé dans leur superordinateur. Et pour cela, votre code doit être écrit en Cairo. Donc, Cairo, c'est un langage de programmation qui a été créé par StackNet. Donc, c'est le langage de programmation, vraiment, la syntaxe est vraiment très proche de Rust pour ceux qui ont déjà fait du Cairo. Et grâce à Cairo et grâce à StackNet, on peut maintenant vérifier grâce à l'algorithme de preuve, c'est-à-dire le validity proof, comme on avait vu au niveau de StackNet. Ici, j'avais dit que les zero knowledge, lui, il arrive d'abord, il prouve avec une preuve cryptographique. Donc, il fait des calculs et il arrive à prouver que ce qui est passé au niveau du superordinateur, c'est vrai. Donc, quand le résultat vous revient, vous arrivez à prouver grâce à StackNet. StackNet arrive à prouver que le code qui est passé dans le superordinateur du pays rival, il est revenu avec de réels résultats. Donc, c'est un peu ça. Donc, avant, on utilisait du Rust où on ne pouvait pas savoir parce que le code s'exécute et ça revient avec les données. On ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, avec StackNet, StackNet vous permet de pouvoir créer une preuve cryptographique qui va prouver, oui ou non, si le résultat est vrai. Donc, le résultat vient avec la preuve. Donc, vous exécutez votre code en Cairo sur l'ordinateur de votre pays rival et le résultat, il revient avec la preuve cryptographique qui va être exécutée avec votre code grâce à Cairo, parce que vous avez utilisé Cairo et puis StackNet. Donc, ici, on est en train de monter les fonctionnalités de Cairo. Enable verifiable computation, c'est comme on le voit on top in the Cairo VM. C'est-à-dire que Cairo a carrément sa machine virtuelle sur laquelle elle s'exécute. Elle ne s'exécute pas sur la machine virtuelle de Ethereum. Et syntax inspired by Rust. Donc, comme je disais, la syntaxe de Cairo est vraiment très proche de Rust. Pour ceux qui ont fait Rust, c'est ceux qui ont fait Cairo. Similar ownership model. Là, je ne sais plus trop. Je ne me rappelle plus trop de. Bon, là, j'ai carrément oublié sur. Je pense qu'on peut faire une recherche. Je peux venir là. Carlo Fischer. The similar ownership model in Cairo refers to a linear type system where ownership applies to variable. Ok, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que au niveau de similar ownership model, la plupart des données que vous déclarez au niveau des variables sont immutables. Donc, vous avez la possibilité de déclarer des variables qui ne peuvent pas changer. Donc, ce qui fait en sorte que personne ne peut les modifier. Donc, lorsque vous déclarez une variable, elle est juste statique. Elle est, comment dire, immutable. Et on dit strongly typed create and macro. Donc, Cairo est vraiment très typé, un peu comme du TypeScript. En tout cas, la syntaxe est vraiment inspirée de Rust. Et on peut utiliser Cairo à l'extérieur de StackNet. Et no need to know zero knowledge. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître euh, tout ce qu'il faut savoir sur les zero knowledge, le layer 2. Vous pouvez utiliser Cairo ailleurs, en dehors de StackNet. OK, validity proof. Donc, ici, nous allons voir les validity proof. Donc, ici, on va voir le problème est layer 1. Le layer 1, Ethereum, L1 scaling problem, block producer, OK. Donc, au niveau d'Ethereum, ce qui se passe, c'est que
Lorsque un bloc est produit, il y a il y a un nouvel état qui est assigné à chaque bloc. Donc, lorsque le bloc, avant que le bloc ne soit validé par les validateurs, donc ici, on considère que c'est ce bloc. Et ici, validateur, tous ces carrés-là, c'est l'ensemble des validateurs. Et tous ces validateurs-là, ils doivent exécuter toutes les transactions avant de valider, euh, avant de valider le bloc. Le problème, c'est que le temps exécuter toutes les transactions, ça prend vraiment du temps et ça prend vraiment de l'énergie. Donc, c'est un problème auquel Ethereum est confronté et ça ne rend pas Ethereum scalable, ça ne rend pas Ethereum rapide et les frais sont beaucoup plus élevés parce que tout le monde va prendre le temps de parcourir toutes les transactions qui sont à l'intérieur du bloc. Et StackNet vient avec une solution comme je vous ai déjà expliqué. Donc, StackNet vient, elle prend la plupart des transactions, elle les compresse, elle les exécute en une seule fois. Et maintenant, le travail des validateurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est juste qu'ils vont juste vérifier que la preuve cryptographique là, que StackNet a générée, elle est vraie. Donc, StackNet fait la plupart du boulot. Vous allez voir maintenant qu'ici, au niveau des validateurs, on a divisé en fait de trois quarts. Vous voyez. Donc, vous voyez que les validateurs, eux, n'ont plus grand-chose à faire. Eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste de prendre, euh, c'est juste de vérifier que la preuve cryptographique que StackNet a donnée sur toutes les transactions qu'elle a compressées, qu'elle a essayé d'entrer au niveau des terrains. Les validateurs, eux, vont juste prouver que cette preuve cryptographique, elle est vraie. Donc, c'est tout ce qu'elle doit faire. Voilà. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle on écrit ici execute once et puis verify everywhere. Donc, ici, on va voir maintenant le ratio entre l'exécution et puis la vérification. Donc, ici, le temps d'exécution est représenté par X et le temps et la vérification euh, le temps de vérification est représenté par, le coût de vérification plutôt, est représenté par le logarithme de x au carré en base de. En Aujourd'hui, mes parents va plus faire de maths, mais en fait, cette courbe-là veut juste vous montrer la différence entre le coût des transactions et puis le coût des vérifications. Donc, à ce niveau, on voit en fait que la façon dont Ethereum exécute, plus euh, le coût des transactions est grand, plus le coût de la vérification aussi, elle est grande. Parce que euh, sur Ethereum, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de transactions, tous les validateurs doivent prendre le temps de parcourir toutes les transactions avant de les valider. Or, avec StackNet, comme on a vu, lui, il prend toutes les transactions et puis il les bond, il les compresse en quelques transactions, il les fait passer directement au niveau au niveau d'Ethereum. Et elle est validée rapidement. C'est un peu ça. Donc, ici, on essaie de faire une analogie entre le validity proof, on dit computation. C'est un peu comme la compression au niveau des fichiers. Donc, lorsque vous prenez un fichier, vous prenez plusieurs fichiers, vous essayez de compresser avec WinRAR, par exemple, pour réduire la taille et pouvoir envoyer ça facilement à quelqu'un. Donc, c'est pareil. C'est ce qui se passe également avec StackNet et puis Ethereum. Use case of zero knowledge proof convince verifier on layer one of new layer two state without sharing transaction details. It doesn't make layer two transaction private. It does make verification efficient, validity proof, validity roll. Donc, validity proof, c'est la même chose que validity roll. Et c'est basé sur Stack et non Snap. Bon, Snap, on va le voir, je pense, dans le prochain slide. Oui. Donc voilà, ici on est en train de on a juste fait un résumé du validity proof.
Voilà. Donc, on dit, donc on dit juste que les zero knowledge proof, c'est juste, comme on l'a dit, le fait de prendre plusieurs transactions au niveau de layer 1 et de les compresser en quelques transactions au niveau de layer 2 et les renvoyer en une seule transaction au niveau de layer 1. Donc, ça ne fait pas, ça ne veut pas dire que les transactions sont privées. Toutes les transactions se font off-chain, mais tout le monde peut voir au niveau de Stacknet. La plupart des transactions qui passent, tout le monde peut voir et tout le monde peut vérifier tout ce qui se passe sur Stacknet avant qu'elle entre à l'intérieur d'Ethereum. Et donc, la différence entre Stack et puis Snack, on n'a pas, et bon, Snack, c'est carrément une autre technologie. On va pas le voir aujourd'hui. Mais on est en train de faire ici, c'est un tableau qui fait la différence entre Stack et puis Snack. Et la vérification au niveau de Stack, c'est euh, logarithme de n au carré. Et je ne sais plus en quelle base là c'est. Je ne sais plus si c'est en base de. Au niveau de Stack, de Snack, pardon, c'est la vérification est constante. Et le proof size, c'est-à-dire la taille de la preuve cryptographique est environ à 400 kilobits, alors qu'au niveau de Snack, c'est 288 bits. Et le temps le temps, voilà, comment est-ce que je vais expliquer ça, mais au niveau de proving time, au niveau de Stack, pardon, il ne prouve qu'une seule fois. La preuve cryptographique ne se fait qu'en une seule fois. Mais au niveau de Snack, ça se passe 10 fois. Et ici, on dit trust setup, c'est-à-dire que Stack ne prend pas le temps de pouvoir de pouvoir croire ou bien de pouvoir installer un environnement de confiance avec euh, le layer 1 avant de pouvoir faire une preuve cryptographique. Donc, il ne le fait pas. Il passe juste, il prend toutes les transactions, il les bundle et il génère une preuve cryptographique après. Il ne génère pas il n'essaie pas de prouver une preuve avant la transaction, avant le début de la transaction. Or, Snap, il fait le contraire. Et au niveau de quantum secure, c'est-à-dire que Stacknet elle peut utiliser la sécurité des ordinateurs quantiques. Or, au niveau de Snap, c'est pas pareil. Donc, c'est juste un tableau qui fait la différence entre les deux technologies, Stack et Snap. On dit why Kero VM et not EVM. Compatibility, performance. Donc, Ethereum avait Ethereum avait la possibilité de, de faire en sorte également que on puisse faire tout ce que Stacknet fait sur, toujours sur Ethereum, toujours sur la blockchain, sur le layer 1, sans quitter Ethereum, sans avoir besoin de layer 2. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que l'avantage, c'est que s'ils faisaient ça, ça garde la compatibilité. On ne va plus écrire du code Cairo ou bien dans autre langage. On le fait toujours en Solidity. Parce que pour ceux qui étaient à la séance prochaine, la séance passée, pardon, euh, on avait dit que sur Ethereum, on utilise Solidity comme langage de programmation. Donc, c'était avec Solidity qu'on arrive à développer des applications, des programmes qui s'exécutent sur Ethereum. Donc, si on reste sur Ethereum, on garde la compatibilité. Donc, ça, on aurait du zero knowledge EVM. Donc, le zero knowledge EVM, le zero knowledge devait se passer sur Ethereum et ça devait garder en fait la compatibilité. Donc, ça devait être beaucoup plus facile pour les développeurs. Ils ne devaient pas sortir, aller après un nouveau langage de programmation comme on va le faire dans les sessions à venir. Et ça devait garder la compatibilité, mais ça devait rendre toujours Ethereum très long parce que plus il y a de calcul à faire, plus il y a des programmes qui s'exécutent à l'intérieur d'Ethereum, plus ça devient long et les frais de transaction sont beaucoup plus élevés. Donc, si on reste au niveau de EVM sur la machine virtuelle d'Ethereum, on garde la compatibilité, certes, mais on perd la performance. Donc, ils ont préféré partir au niveau de la performance où
on va carrément écrire du code en Cairo. Donc, il y a ce qu'on appelle Cairo VM, Cairo Virtual Machine. Donc, la machine virtuelle de Cairo a été créée pour pouvoir exécuter la plupart des transactions Ethereum ailleurs, ensuite les ramener en Ethereum sous une forme simplifiée, sous une forme compressée pour qu'elle passe beaucoup plus rapidement. Donc, au niveau de Cairo VM avec StackNet, on perd euh, le truc, on perd la compatibilité parce qu'on écrit plus du code Solidity, on écrit un code, du code carrément différent, le code Cairo dont la syntaxe est très proche de Rust. Ensuite, euh, on la ramène au niveau de l'Ethereum. Donc, on perd la compatibilité, certes, mais on gagne en performance. Donc, ça fait en sorte que Ethereum arrive à satisfaire les trois dilemmes de la blockchain. Donc, voilà. Ici, c'est juste, c'est un schéma qui montre le temps auquel les transactions sont validées. Par exemple, au niveau d'Ethereum, ça prend environ 6 minutes. Mais au niveau de Starknet, ça prend environ 5 heures. Parce que il a besoin de prendre il a besoin de prendre plusieurs transactions par bloc. Il prend plusieurs transactions par bloc et puis il essaie de générer une preuve cryptographique. Ensuite, euh, il ramène toutes les transactions en quelques transactions au niveau de l'Ethereum. Mais lorsque vous allez le faire, il va vous générer une preuve de confiance. Donc, ça atteste en fait que votre transaction, elle va passer. C'est juste c'est juste une question de temps. Donc, les transactions, elles passent, mais bon, ça prend un peu plus de temps que si euh, ça se passe sur Ethereum. OK, ici maintenant, on a le optimistic rollup, ce qu'on avait vu au début. Il prend environ une semaine. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, on va pas revenir dessus. On a déjà vu les optimistic rollup avec Arbitrum. Almost 100 timestamp per minute, verify daily mass. OK, OK. Donc, ici, c'est le nombre de transactions chaque jour par seconde. Donc, on peut le consulter au niveau de Voyager ou bien StackScan. C'est comme, comment est-ce que je vais expliquer ça? Voyager, c'est comme, ce que je vais dire une bibliothèque. Mais bon, c'est là-bas que on peut voir la plupart des transactions qui se passent sur tout le réseau StackNet. Donc, si on a le mainnet, on a le testnet, c'est pour lire. Donc, ici, on peut voir euh, les transactions par seconde. Il y a 2,66 transactions par seconde. Et le nombre maximal de transactions par seconde est de 62,5. Donc, c'est un peu la courbe qu'on avait retrouvée ici. Mais elle se met à jour constamment, hein. Donc, OK, voilà. Donc, c'est à peu près ça. Au niveau de voyage, c'est là où on arrive à retrouver la plupart de toutes les transactions qui se passent sur StackNet. Il y a aussi StackScan où vous pouvez voir la même chose. Je vais également vous envoyer le lien. Donc, vous voyez, c'est à peu près les mêmes statistiques qu'on retrouve ici. J'envoie le lien également. Merci beaucoup, Geoffrey. Je viens à ce niveau. Donc, si c'est toujours la même chose. On voit Verify yourself by ici. Donc, on est en train de prouver que les transactions sont vraiment moins chères. On peut toujours vérifier ici. La plupart des transactions qui se passent off-chain et qui reviennent en sous forme d'une seule transaction au niveau du Ethereum, elles permettent, elles font en sorte que la plupart des transactions sont très moins chères. Donc ici, on peut voir la plupart des transactions, le frais de transaction qui n'atteignent même pas 0,020 $. Donc, voilà. Actuellement, les transactions sont aux alentours de 0,017 ou 18.
en fonction même des layouts assez low, gravity, bleaching. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai déjà envoyé le lien. Je peux envoyer le lien. OK. Maintenant, on va faire un résumé sur pourquoi utiliser StackNet. Après tout ce qu'on a dit, pourquoi utiliser StackNet, qui est un layout et qui aide Ethereum à atteindre la scalabilité. Ici, on parle de Optimize for Zero Knowledge Tech, Computing Power Gas Fees. Donc, les frais de gaz sont vraiment très bas, comme on vient de le voir ici là, avec les frais de gaz qu'on a déjà vu, les frais de transaction qu'on a déjà vu. Et StackNet profite de la sécurité d'Ethereum parce que StackNet, ce n'est pas une blockchain en part entière. LOT vient juste prendre les transactions, elle les compresse et puis elle les renvoie en une seule transaction. Puis elle prend plusieurs transactions d'un bloc, elle les compresse et puis elle les renvoie en une seule transaction sur Ethereum. Donc, ce qui fait que elle ne touche pas à la sécurité d'Ethereum ni à la décentralisation. Tout ce qu'elle fait, c'est juste compresser. Elle, elle réduit juste la charge de travail qu'Ethereum avait. Donc, elle profite également de la sécurité d'Ethereum. Donc, ce qui fait que Ethereum garde sa sécurité, il garde sa décentralisation et il devient beaucoup plus scalable, beaucoup plus rapide et l'optimisation est faite de manière beaucoup plus rapide. Donc, c'est un peu ça sur le résumé. Si on va faire un résumé autour de StackNet. Ok, maintenant, on va voir les smart wallets. Donc, au début, quand on avait créé des wallets, des smart wallets, là, on va voir plusieurs wallets. Parce qu'il y a deux types de wallets. Donc, les smart wallets, ce sont des wallets, la plupart des wallets qui sont sur StackNet. Un wallet, c'est un portefeuille hein, en anglais. Wallet, ça veut dire portefeuille en anglais. Donc, la plupart des portefeuilles sur StackNet sont des smart wallets. C'est-à-dire que avec ces wallets-là, vous pouvez signer une transaction avec Touch ID si vous êtes sur iPhone ou bien Face ID. Ou vous pouvez aussi faire en sorte qu'il y ait plusieurs signataires avant de pouvoir signer une transaction. Si par exemple, vous pouvez faire en sorte que dans votre wallet, si par exemple vous voulez envoyer une transaction à quelqu'un, vous avez besoin que 4 personnes confirment. Donc, vous pouvez créer un wallet où vous êtes 4 à détenir le droit de veto pour faire en sorte qu'une transaction passe. Donc, si par exemple, vous avez 10 dollars sur votre wallet et vous voulez envoyer ces 10 dollars à quelqu'un, et vous avez configuré votre wallet en sorte que c'est 4 personnes euh, qui doivent signer avant que les 10 dollars partent. Donc, lorsque vous allez essayer d'envoyer les 10 dollars à la personne, vos 3 personnes, vos 3 amis avec lesquels vous avez configuré le wallet là, ils auront besoin également de signer chacun la transaction. Si sur les 4, il y a 3 à moins qui signent la transaction par. Donc là-bas, euh, ça dépend du nombre de personnes. C'est la majorité qui l'emporte. Voilà. Donc, il y a deux types de wallets. Il y a les EOA wallets. Je pense que j'avais fait également un truc là ici. Je vais masquer. Ok, donc, on va ajouter là. Les EOA wallets, externally owned account. Donc, ce sont les wallets comme MetaMask ou bien Trust Wallet. Ces wallets-là, ce sont des wallets qui sont contrôlés uniquement que par votre clé privée. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est que euh, lorsque vous créez votre wallet, par exemple sur MetaMask, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, là, je vais créer un nouveau compte sur MetaMask. Est-ce que je le fais ou pas? Je sais plus si ça va passer. Je vais essayer quand même de passer.
Ok, non, là, ils sont en train de créer un nouveau compte. Donc, je vais révéler ma phrase secrète. Le problème avec les e wallets, le problème, c'est que euh, lorsque vous créez votre wallet, si vous perdez votre phrase de récupération, c'est fini. C'est, vos fonds dans votre wallet sont perdus à jamais. Alors que avec les wallets comme les wallets de Stacknet, donc les wallets de Stacknet comme Bravo, comme on avait vu au début, ce qu'on a installé au début, le Bravo Wallet, c'est un wallet de Stacknet. Et ce type de wallet-là, on les appelle les, les smart contract wallets. Donc, je vais juste mettre ça ici. Je vais faire un VS, un versus, juste en fait un versus là. Ok. Je duplique celui-là. Ok. Je fais comme ça. Je fais ici Smart Contract Wallets. Donc, comme on avait vu, les, les, les smart contracts, ce sont des programmes qui s'exécutent sur la blockchain. Et le smart contract, c'est un programme qui contient des conditions qui sont débloquées, euh, qui sont exécutées en fonction euh, de la véracité ou pas, par exemple, une condition. Si par exemple, pour les développeurs, je sais que vous comprenez, mais moi, je prends un exemple. Si par exemple, vous configurez votre wallet, vous configurez le smart contract wallet euh, dans lequel vous dites que, je vais prendre le précédent exemple, où il faut forcément un truc, il faut forcément 3 personnes sur les 4 qui détenaient la clé avant de signer pour qu'une transaction parte. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez modifier, que vous pouvez euh, personnaliser avec votre Smart Contact Wallet. Donc, c'est l'avantage des Smart Contact Wallet. Et même avec les Smart Contact Wallet, on peut activer la double authentification pour faire en sorte que même si quelqu'un a notre phrase de récupération, il ne peut pas accéder à notre wallet tant qu'il n'a pas confirmé avec la double authentification. Si vous vous rappelez bien au début, quand j'ai créé le wallet Bravo, le wallet Stacknet avec Bravo, j'ai d'abord configuré, j'ai d'abord activé la double authentification en confirmant avec le schéma de mon téléphone. Donc, c'est un peu ça. Alors, avec les IOE wallets, les IOE wallets, c'est les wallets comme MetaMask et puis les wallets comme Trust Wallet pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. Donc, c'est la différence entre les deux types de wallets. Donc, les e wallets ne vous permettent pas de pouvoir récupérer votre compte si vous perdez votre clé privée ou bien votre phrase de récupération secrète. Si vous perdez ça, c'est fini. Ou avec le smart contract wallet, il y a possibilité de retrouver ça, de changer plutôt si vous aviez ajouté, par exemple, les personnes, vous avez activé la double authentification. Si vous avez pris les mesures euh, nécessaires pour pouvoir réinitialiser votre clé privée ou bien votre phrase de récupération. Si vous avez pris les mesures nécessaires, vous pouvez toujours récupérer vous pouvez toujours avoir accès à votre collecte. Je pense qu'il y a plusieurs fonctionnalités. C'est juste que j'ai essayé d'énumérer certains. Donc, il y a la double authentification, ça vous permet de faire. Il y a également le fait que vous pouvez configurer votre wallet en sorte que il y ait besoin de plusieurs signataires avant qu'une transaction ne passe. Donc, s'il n'y a pas plusieurs, si par exemple vous êtes 4 signataires et que vous essayez d'envoyer $10 à quelqu'un et les 3 autres refusent de signer, bon, ça passe pas, quoi, parce qu'il faut au moins il faut au moins 3 personnes, donc il faudrait au moins encore 2 personnes. Et ça, ce n'est que euh, quelques fonctionnalités des smart contract wallets. Donc, les smart contract wallets, ce sont des wallets qui permettent premièrement de retrouver les clés privées, bon, pas retrouver, mais réinitialiser, créer une nouvelle à partir de laquelle vous pouvez accéder aux wallets. Puisque j'ai énuméré, il y a plusieurs fonctionnalités, mais j'ai pris ces 2 fonctionnalités-là uniquement parce que je trouve qu'elles sont plus importantes. Parce que pouvoir retrouver une clé privée avant, bon,
On se disait, avec Trust Wallet ou bien MetaMask, avant, quand tu perds ton truc là, c'est fini. J'ai plusieurs wallets comme ça où j'ai perdu l'accès. Heureusement que j'avais pas beaucoup de dollars dessus, c'était des mythes, et des 5 ou des 10 dollars. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, si j'utilisais par exemple des smart contact wallets que j'avais configuré une double authentification, je pourrais retrouver ces wallets, l'accès à ces wallets. C'est un peu ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ok, super. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. Putain. Ok, je pense qu'on va continuer. On était à quel niveau? Voilà, on était au niveau des smart contact wallets. On a assez parlé de ça. Donc, un exemple de smart contact wallet, il y a Bravo qu'on a utilisé aujourd'hui. Donc, il y a aussi Ready, avant il s'appelait Argent. Voilà. Mais vous, si vous pouvez l'utiliser également, il y a plusieurs. Bon, moi, je n'utilise que euh, Bravo et que Ready. C'est uniquement les deux que j'utilise. Complex interaction, some type, an action require multiple steps. OK. Donc, au niveau des smart contract wallets, si par exemple, il y a pour qu'une transaction passe, deux, il y a deux, et ça passe par deux étapes. Une étape, une seconde étape, et il y a un programme qui s'exécute. Lorsqu'il y a ça, en fait, il rejette la transaction qui va se passer dans votre wallet. Donc, quand il détecte comment je dis ça, euh, ce schéma-là, il rejette automatiquement la transaction qui va se passer dans votre wallet. Mais s'il arrive qu'il y a une étape, ensuite un programme qui vient, et il y a une deuxième étape qui vient dans votre wallet, c'est valide. Et c'est pareil pour toutes les autres étapes. Donc voilà, ça passe. Donc ici, c'est le multi-call, multiple operation in a single transaction. Donc vous pouvez faire plusieurs opérations en une seule transaction avec les smart contract wallets grâce à Stacknet. Donc ça, on a déjà vu depuis, comme je disais, Stacknet permet de pouvoir faire pouvoir récupérer plusieurs transactions et les faire récupérer plusieurs opérations, pardon, et les faire en une seule transaction. Donc, c'est un peu ça. C'est la même chose qu'on répète au niveau des smart contract wallets. C'est carrément la même chose. Account abstraction, decoupling aussi. Je pense que j'avais decoupling aussi, il y a une account, sinon, device that sync transaction. OK. Donc, au niveau de l'abstraction des comptes, les smart contracts wallet utilisent ce qu'on appelle l'abstraction des comptes. C'est-à-dire que c'est le device, comment je vais traduire ça en français? Je vais dire l'appareil, voilà. L'appareil, c'est l'appareil qui signe la transaction. Et au niveau de votre compte, euh, Bravo, par exemple, au niveau de votre compte Bravo, ou bien au niveau de votre compte ici, non, je ne vais pas cliquer dessus. Voilà, je vais fermer ça. Au niveau de votre compte Bravo, ou bien au niveau de votre compte Ready, votre smart contract est écrit sur Stacknet. Dans le smart contract de votre wallet, il est en fait écrit sur Stacknet et il peut être modifié à votre guise. Donc, euh, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. C'est un peu ça. Et il permet également de pouvoir exécuter plusieurs transactions, plusieurs opérations en une seule transaction grâce au multicode. Donc, c'est l'une des fonctionnalités que possèdent les smart contracts wallet. Donc, ici, c'est juste une fonction écrite en Cairo qui permet de pouvoir qui permet de pouvoir signer une transaction
en passant par le contrat. Donc, le contrat, il est écrit ici. C'est le contrat qui est écrit ici. Et la transaction, lui, la personne qui signe la transaction, il fait signer la transaction juste par le contrat. Et quand le contrat, si le contrat possède plusieurs opérations, plusieurs opérations vont être validées juste avec une seule transaction qui a été juste avec une seule transaction que le signant, la personne qui a signé avec son device sur son wallet, smart contract, fait passer grâce à son compte smart contract. Et ça ping directement, ça pointe carrément vers le contrat. Et le contrat exécute toutes les opérations qui ont été écrites à l'intérieur, juste avec une seule transaction qu'il a émise au niveau de son device. C'est un peu ça. Signature verification. Programming logic on the accounts. New feature like single signature. Voilà. Donc, vous pouvez être le seul à signer une transaction. Vous pouvez être également le seul, non, pas le seul, vous pouvez également plusieurs à signer une transaction. Comme je vous disais, où il y avait 4 ou 5 personnes qui peuvent signer une transaction. Vous pouvez également avoir des hardware signaux. Il y a des hardware signaux. Donc, c'est-à-dire que ça se passe, ce sont des choses, il y a des clés où il faut, je pense que c'est des UID keys, où pour signer, en fait, vous devez forcément le brancher sur l'ordinateur. Donc, tant que la personne n'a pas cette clé en physique, là, vous ne pouvez pas faire signer la transaction. Donc, c'est un peu ça les hardware signals. Social recovery, donc vous pouvez récupérer vos clés privées quand ça se perd grâce à la double authentification et tout. Il y a les session keys. Donc, il y a des clés. Donc, la plupart des clés qui sont générées ont des sessions où elles expirent et elles sont renouvelées à chaque fois. Donc, ici, les signatures supportent le elliptic curves. Donc, la courbe elliptique, lorsqu'on avait vu la séance dernière, on ne va pas revenir là-dessus non plus. On va directement passer au hardware wallet. Donc, ici, on est en train de montrer que c'est possible de pouvoir transformer votre téléphone portable en hardware wallet, où vous pouvez utiliser pour faire signer les transactions. Donc, c'est ça. Donc, juste avec votre téléphone, vous pouvez partager votre téléphone chez processeur. Donc, vous partagez le processeur, vous partagez aussi la mémoire qui vont être utilisées pour faire signer toutes les transactions. Donc, je disais que les smart wallets, c'est également des hardware wallets où vous avez la possibilité de faire plusieurs transactions en une seule opération. Et vous pouvez également signer une transaction sur votre PC. Voilà. Donc, il y a tout ça, en fait, ce sont les fonctionnalités des smart wallets que vous pouvez utiliser. Et ici également, on est dans le compte abstraction. Donc, il supporte le compte account abstraction qu'on a déjà vu. Donc là, on doit créer un wallet, installer Bravo, installer là de l'authentification et tout et tout. Je pense qu'on a déjà fait au début, donc on va plus le faire, on va lui sauter cette partie-là. Et ici, c'est la dernière partie, on va voir Bitcoin Integration. Donc, à ce niveau-là, aujourd'hui, Stacknet travaille avec Ethereum
voilà, avec le proof of stake qui utilise Ethereum et tout et tout. Mais Stacknet prévoit maintenant faire des transactions avec Bitcoin. C'est-à-dire que on pourra également réduire le nombre de transactions et tout, avoir une blockchain, trouver une blockchain Bitcoin qui est vraiment scalable avec plusieurs fonctionnalités, un peu comme le Lightning Network qui est actuellement sur Bitcoin qui permet d'envoyer des petites unités de Bitcoin pour pouvoir, voilà, puisqu'aujourd'hui, envoyer des Bitcoins directement sur le Layer 1 Bitcoin, c'est pas évident d'envoyer peut-être $1, parce que les frais que tu vas payer sont vraiment énormes. Donc, avec le Lightning Network, c'est également une seconde couche de Bitcoin qui permet ça. Et actuellement, Stacknet travaille également à pouvoir euh, faire en sorte qu'il y ait il y a une seconde couche, la couche Stacknet pour pouvoir également compresser la plupart des transactions qui se passent sur Bitcoin et louper en une seule et puis euh, les valider on-chain sur la blockchain Bitcoin. Donc, on dit quels sont les bénéfices. Donc, on aura un pont entre Bitcoin et Stacknet, des transactions plus rapides et plus bas, alternatives au Lightning Network, comme je vous disais. Donc, ce sera une autre alternative, une nouvelle alternative, pardon, au Lightning Network qui existe déjà sur Bitcoin. Et ça va permettre également d'avoir le Bitcoin Fee, la DeFi pour le Bitcoin. Donc, il y aura beaucoup plus de capital et les protocoles DeFi seront beaucoup plus nombreux. Et bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, on veut refaire ce que on a fait sur Ethereum, également sur la blockchain Bitcoin. Donc, ils ont déjà trouvé quelques approches. Il y a l'approche BitVM, Corrida VM, Opit. Au niveau de BitVM, par exemple, ils utilisent euh, la preuve cryptographique de Stacknet pour pouvoir faire passer les transactions par une autre partie, mais qui va durer à peu près une semaine pour être validé, pour que la preuve cryptographique puisse passer. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a déjà des solutions qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir faire en sorte que ça soit possible également sur, sur Bitcoin. Donc, ici également, c'est une autre solution, comme on a déjà vu ici, le OP-Kit, euh, qui est, je peux le brancher en fait, qui est donc ici également, c'est une autre solution qui va permettre à Bitcoin Script, le langage qui a été utilisé pour faire de Bitcoin, pour pouvoir vérifier la preuve cryptographique que Stacknet va donner à Bitcoin. Donc, le Bitcoin Script sera capable de vérifier grâce à OPKit. Avec OPKit, le Bitcoin Script sera capable de vérifier la preuve cryptographique que Stacknet va créer. Et voilà. Il y a encore quoi? Leave limits on the discussion records of fork of Bitcoin. Voilà, en tout cas, ce sont des choses qui sont en train d'être faites. Et avec le temps, on pourra avoir également Stacknet sur Bitcoin où nous pourrons faire plein de choses avec Bitcoin grâce à Stacknet. Ici, c'est la même chose. Hein. C'est juste un post LinkedIn. Pas un post LinkedIn, c'est juste un post Twitter, je pense. Un post Twitter où il y a, on est en train d'expliquer comment ça se passe en profondeur. Donc, si vous êtes intéressé, je vous envoie le lien juste dans la description.